Bonsoir, je suis très heureux de me retrouver dans cette salle. Vous parlez un peu d'Amore de Rossellini. Je crois que pour commencer, surtout s'agissant de ce film, il est bon de le resituer historiquement et aussi de raconter un peu sa fabrication, puisque c'est un film en 2 épisodes et ce qui est relativement inédit dans la carrière de Rossellini. Alors, la première partie de Amore s'appelle La voix humaine et est donc une adaptation de la pièce de Jean Cocteau, que vous connaissez peut-être, qui a été adaptée de nombreuses fois au cinéma, encore récemment par Almodovar, mais aussi à la radio. On a entendu Simone Signoret dire le texte, en musique aussi, puisque Francis Poulenc a composé une très belle partition sur le texte de Cocteau. Et l'idée d'adapter au cinéma La voix humaine vient de l'actrice principale du film, auquel d'ailleurs j'y reviendrai, le film est dédié, Anna Magnani, qui l'avait déjà joué à Rome. Mais là, elle a proposé à Rossellini d'en faire un film à Paris et avec Cocteau. Le film a été tourné en studio dans la banlieue parisienne et apparemment les 2 hommes ont vraiment collaboré à la réalisation du film, c'est-à-dire que Rossellini aurait très bien pu tourner ça à Rome avec ses équipes dans des conditions de fabrication et de production plus confortables pour lui parce qu'il les connaîtrait mieux, mais non, il a tenu véritablement à faire cette expérience avec Cocteau. Et il y a de nombreuses photos de Cocteau sur le plateau, parce que Cocteau pensait, croyait en une espèce de communication par onde, de création télépathique entre les créateurs. Et donc voilà, il était présent sur le plateau, il discutait avec Rossellini. Et si vous vous prêtez à l'exercice de lire la pièce après la séance, vous vous rendrez compte qu'il y a quelques modifications, adaptations qui sont liées et bien évidemment à la spécificité du médium cinématographique. Alors, j'évoquais Anna Magnani parce que donc ce tournage n'arrive pas à n'importe quel moment dans la vie de Rossellini. Il arrive d'une part entre les repérages et le tournage d'Allemagne et Zéro, et il arrive aussi à un moment où il vit une passion absolument fulgurante et foudroyante avec Anna Magnani, en partie à Paris. Il paraît que les murs de l'hôtel Raphaël résonnent encore de leurs disputes et de leur réconciliation mémorable. Voilà, c'était une relation d'amour, passion, un peu ni avec moi, ni sans toi. Rossellini a raconté très sérieusement qu'un jour, il était en voiture avec Magnani, donc voilà, ils se disputent, elle le vire de la voiture, et puis elle commence à rouler derrière lui, donc lui commence à avoir peur, il court, il se réfugie à Rome près d'un petit temple antique effrayé. Et puis finalement, Magnani sort de la voiture dans un grand éclat de rire en lui disant remonte dans la voiture. Et Rossellini, très sérieusement, jusqu'à la fin de sa vie, déclara que c'est son plus beau souvenir d'amour. Et il y a, vous le verrez dans les 2 épisodes du film, il y a une trace de cet amour-passion qui s'est évidemment déposé
à la fois dans la manière dont il filme Magnani, mais aussi dans les histoires qu'il raconte, notamment dans la première, qui est une histoire de séparation. Donc si vous voulez, il y a dans ce film la trace, le dépôt d'une relation passionnelle avec sa dimension d'attirance, mais aussi de répulsion. Voilà. On peut voir aussi le film qui est dédié à l'art d'Anna Magnani comme une sorte de cadeau d'adieu, hein, d'un réalisateur à son actrice, puisque juste après, eh bien, ça, si j'ai le temps, je vous en parlerai. Rossellini rencontrera Ingrid Bergman, avec laquelle il réalisera plusieurs films. Donc voilà. Alors, Rossellini a tourné cette première partie qui fait 35 minutes. Puis il s'est envolé en Allemagne pour tourner Allemagne année zéro. Alors, Allemagne année zéro, aujourd'hui, est considéré comme un grand classique de l'histoire du cinéma, mais l'accueil critique à l'époque fut désastreux. J'y reviendrai plus tard. Et après cette expérience, Rossellini se trouve dans la situation où il se dit, bon, qu'est-ce que je fais avec la voix humaine? Voilà, j'ai un moyen métrage là, de 35 minutes, je ne peux pas le distribuer en l'état, il me faut donc imaginer un deuxième film qui est à la fois un rapport avec le premier, sans être redondant, voilà. Il faut que je trouve un second film qui créera une belle dialectique avec le premier. Donc il réunit ses fidèles scénaristes, Sergio Amidei qui est là depuis le début, Tullio Pinelli, Federico Fellini, et puis se gratte la tête. Ils arpentent la demeure de Amidei en buvant Force Expresso et en suant à grosses gouttes sur des gros volumes de Pirandello pour trouver l'histoire adéquate, mais rien n'y fait. À un moment, Fellini a une idée, et c'est l'idée il imagine le personnage de Cabiria. En fait, vous savez, ce personnage qui plus tard donnera lieu au film de Fellini lui-même, Les Nuits de Cabiria, c'est-à-dire ce film qui suit les errances nocturnes d'une jeune prostituée. Et cette errance nocturne commence par une aventure singulière, puisque cette jeune prostituée est invitée chez un acteur de renom, mais la maîtresse de cet acteur de renom le rappelle, donc il demande à la prostituée de rester dans la salle de bain toute la nuit. Alors Fellini commence à raconter cette histoire à Magnani, qui devient livide au fur et à mesure que Fellini raconte l'histoire, et qui à la fin lui rit au nez. Non mais enfin, Federico, tu crois vraiment que moi, je pourrais attendre dans la salle de bain un acteur toute la nuit? Non, c'est pas possible. Trouve autre chose. Donc, voilà. Les séances de travail continuent, recommencent, et puis Fellini, timide, dit « Ah, je crois que j'ai lu dans un roman russe ou un roman français, je ne sais plus très bien, l'histoire d'une jeune bergère qui s'est imaginée avoir été mise enceinte par Saint Joseph. » C'est le propos du second film, Le Miracle. Rossellini, Amidei, Pinelli bondissent de leur chaise. Et voilà, Magnani est enchanté, voilà une histoire extraordinaire. Vite, retrouve la source, Federico, pour nous dire d'où vient cette histoire. Et Federico Fellini finit par avouer que en fait, cette histoire ne vient ni d'un roman russe ni d'un roman français, mais qu'il l'a imaginé lui-même. Et alors, cette histoire, Le Miracle, Rossellini décide de la tourner à Amalfi,
sur la côte amalfitaine, en Italie, en Campanie, là, au bord de la mer Tyrrhénienne, puisque c'est une région qu'il aime beaucoup. Il l'aime en particulier pour sa population qui, dit-il, selon lui, à l'époque en tout cas, a un pouvoir d'imagination et de croyance qui lui semble de plus en plus absent dans les autres régions d'Italie. Il dit notamment qu'il a bavardé avec quelqu'un qui lui assure avoir roulé la nuit sur un loup-garou. Et un autre personnage qui lui dit moi je vois les saints tout le temps, je vois la Vierge Marie tout le temps. Rossellini lui demande, question de cinéaste déjà, mais comment tu la vois? Et il lui dit je la vois des pieds à la tête. Et alors c'est amusant parce que la première partie, la voix humaine, est très tournée en gros plan sur Magnani, et la deuxième, au contraire, c'est Magnani, voilà, des pieds à la tête. Et donc c'est comme ça que, aussi d'un point de vue du langage cinématographique, les deux films dialoguent entre eux. Et pour tourner ce film, Rossellini va demander alors déjà il va demander à plein de gens de la région de jouer des rôles dans le film, et il va demander aussi à Fellini de jouer Saint-Joseph, et il va même le teindre en blond, si bien que parmi vous peut-être, même si vous êtes très familier avec l'apparence et la silhouette de Fellini, vous ne le reconnaîtrez pas tout de suite. Donc il va le teindre en blond, et beaucoup se sont étonnés de la participation de Fellini, qui n'était pas du tout un acteur à ce film. Et l'idée qui prévaut chez les historiens, c'est qu'en fait la relation entre Magnani et Fellini devenant de plus en plus passionnelle, mais aussi de plus en plus explosive, Rossellini avait besoin, si vous voulez, de Fellini un peu comme un intermédiaire entre eux deux, puisque Fellini rassurait beaucoup Anna Magnani, et Fellini a raconté de manière très drôlatique ce tournage en disant « Oh, le métier d'acteur, je ne connais rien de plus agréable et de plus facile. Il suffit de ne plus penser à rien une fois que la caméra s'enclenche, et puis une fois que la caméra ne tourne plus, vous levez le petit doigt et tout d'un coup vous avez 20 assistants qui demandent une cigarette pour Saint-Joseph. » Voilà, Fellini raconte ça bien sûr avec sa faconde et son humour propre. Et alors, voilà, donc le film est tourné et on a deux films. Deux films réunis en un autour d'un thème, l'amour. Alors dans le premier, c'est un amour séculaire, on va dire. Dans le premier, dans le second, c'est un amour mystique. Et à la réception du film, la critique est vraiment très très mauvaise. Elle est même hargneuse. On accuse Rossellini d'avoir sali l'image de la femme, d'avoir fait un film, un espèce de croisement monstrueux entre les œuvres du Marquis de Sade et les Épîtres aux Corinthiens. On l'accuse d'avoir mal filmé les montagnes, et même Bazin, qui à l'époque écrit dans les Cahiers du cinéma, qui fut quand même la grande revue qui mit en avant le cinéma de Rossellini, dit que la mise en scène dans le film est d'une paresse scandaleuse. Et en fait, voilà, c'est ça qui moi m'intéresse particulièrement dans À mort, c'est que juste après Allemagne année zéro, il y a une espèce de contresens en fait sur Rossellini qui éclate. C'est-à-dire qu'au début, les premiers films de Rossellini, je parle de ceux réalisés après la période fasciste, Rome ville ouverte, Paesa, etc., Rossellini a été adoubé par les milieux intellectuels
et par en particulier les intellectuels communistes très présents et qui avaient à l'époque beaucoup de notoriété, que ce soit en France ou en Italie. Et on voyait en Rossellini le porte-voix du peuple italien, celui qui luttait pour des causes collectives et communes. Et en fait, on se rend compte, avec Allemagne Année Zéro dans un premier temps, puis ça éclate vraiment au jour avec Amor, que pas du tout. En fait, que Rossellini n'est pas un cinéaste qui croit aux solutions collectives. C'est-à-dire que les solutions, vous verrez, les solutions que les personnages de Rossellini trouvent à leur souffrance, à leur honte, à leur chagrin, elles ne sont pas applicables. Elles ne peuvent pas devenir à tous. Elles ne peuvent pas devenir des modèles. Et en fait, on se rend compte, et d'ailleurs Rossellini le confirma plus tard, de la méfiance de Rossellini par rapport à toute orthodoxie, qu'elle soit politique, du parti communiste, ou étatique, ou religieuse, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça que Rossellini admirait tant la figure de Saint François d'Assise, auquel il a consacré un film merveilleux, je ne sais pas si vous l'avez vu, Saint François le jongleur de Dieu. Et il y a des traces de ce franciscanisme dans Le Miracle, le deuxième film du programme, notamment dans l'éloge de l'humilité et dans la manière de faire coexister le cocasse et le poétique. Et donc, avec Amor, la critique et les spectateurs se rendent compte que Rossellini n'est pas le porte-voix du peuple, c'est-à-dire que il cherche beaucoup plus des solutions individuelles que des solutions collectives. Et d'ailleurs, dans les films de Rossellini, ça sera vrai pour Stromboli, ça sera vrai pour Europe 51, ça sera vrai pour Jeanne d'Arc. C'est souvent au bout de la souffrance, au bout de l'humiliation, au bout du chagrin, que les personnages trouvent ou sont traversés par une sorte de révélation, mais qui ne peut valoir que pour eux-mêmes, d'un point de vue strictement individuel. Et en pensant cela, Rossellini était fidèle à son maître à penser, un philosophe italien qui s'appelait Benedetto Croce, qui a toujours affirmé qu'il n'y avait rien d'absolu sinon l'individu. Et ça aussi c'est un motif philosophique, si vous voulez, très franciscain, que ce qu'on peut connaître finalement c'est l'individu. Parce qu'il y a un débat philosophique entre les thomistes, ceux qui se réclament de saint Thomas d'Aquin, qui pensent que seul l'universel est connaissable, et ceux comme Duns Scott par exemple, qui pensent au contraire que c'est l'individuel qui est connaissable. Voilà. Et c'est plutôt de cette école philosophique-là que Rossellini se réclame. Et alors voilà, on considère à l'époque que le fait de s'occuper ainsi de dilemmes privés, de dilemmes intérieurs, de dilemmes spirituels, n'est pas du tout, entre guillemets, politiquement correct par rapport à ce qu'on attend de lui et du néoréalisme italien, donc la critique, le vilipende et
le rabroue et il dit oh bah finalement on s'est trompé sur Rossellini, c'est un aristocrate, et il est resté un aristocrate, hein, puisque Rossellini, vous le savez peut-être, a eu une enfance, une jeunesse très privilégiée, puisqu'il faisait partie d'une famille très riche, ça venait de son oncle, mais bon, après cette fortune s'est dégonflée, mais voilà, toute sa vie, il y a eu cette aura d'aristocratisme qui est restée autour de la figure de Rossellini. Et donc voilà, ce film est intéressant sur la définition du néoréalisme. Très souvent dans les histoires du cinéma, on caricature un peu rapidement le néoréalisme en disant que ce film, c'est un mouvement qui est le porte-voix des souffrances du peuple italien après la Seconde Guerre mondiale et la période fasciste. Ce qui est vrai, bien sûr, dans une certaine mesure. À la même époque que Rossellini filme Amore, De Santis filme Riamer et s'intéresse aux conditions de travail dans les rizières. Visconti filme La Terra Trema et s'intéresse aux conditions de travail des pêcheurs siciliens, etc. Mais pour Rossellini, il l'a dit aussi, pour lui, sans doute, la définition la plus exacte du néoréalisme, c'était de suivre un être avec le plus d'attention et le plus d'amour possible. Et vous allez voir que dans la manière dont il filme les deux personnages incarnés par Anna Magnani ici, il y a voilà, cette volonté de coller au destin singulier d'un être. Ce qui est aussi très intéressant par rapport à l'esthétique de Rossellini, en particulier dans Le Miracle, c'est sa manière de filmer la nature. C'est-à-dire qu'il a une manière de créer un rapport très intense entre le personnage et le paysage. Un rapport qui lui vient d'ailleurs de références qu'il a exprimées, hein, de Murnau et de Widor, et aussi de Pagnol, dont Rossellini était un fervent admirateur, et dont il a dit qu'il l'avait débarrassé de tout romantisme de la nature. C'est-à-dire que dans la manière dont Rossellini filme la nature n'est pas simplement un paysage état d'âme, elle n'est pas non plus un simple opposant au personnage, elle n'est pas non plus un simple décor, un simple cadre aux aventures ou aux souffrances d'un personnage, mais il y a vraiment, et ça je connais moi pour ma part peu de cinéastes qui ont filmé de manière aussi singulière et puissante le rapport de l'homme au paysage. Il y a à la fois une entente, mais aussi une opposition entre l'homme et le paysage. C'est-à-dire que les deux, en quelque sorte, se rehaussent mutuellement. Et on a l'impression que le drame de l'être humain devient, dans les films de Rossellini, un drame cosmique. Et vous verrez que dans la deuxième partie, notamment, il y a une dimension charnelle qui se répercute sur toute la nature. Dernière chose peut-être qui est intéressante de savoir avant de voir le film, c'est qu'il y a quand même une histoire très singulière autour du deuxième film, donc, qui s'appelle Le Miracle, qui est un film qui n'a pas eu à l'époque
une diffusion commerciale très importante, mais qui a suscité une affaire juridique qui allait jusqu'à la Cour suprême. Je vous explique. En 1915, il y a un premier arrêté de la Cour suprême des États-Unis après naissance d'une nation de Griffith. Premier arrêté qui déclare qu'une œuvre d'art peut être interdite au motif qu'elle serait blasphématoire, puisque l'œuvre cinématographique, selon la Cour suprême de 1915, est certes un véhicule de la pensée, mais elle est aussi un produit forain, grand public, et à ce titre, elle peut être soumise à l'accusation de blasphème et donc à l'interdiction d'être distribuée. Le miracle, donc qui est la deuxième partie du film Amor, suscite un peu la colère du Vatican, mais qui ne va pas jusqu'à l'interdire. À Paris, c'est la même chose. Il y a des manifestations, mais qui ne vont pas non plus jusqu'à l'interdiction. Pareil aux États-Unis, jusqu'à ce que le film, en 1949, soit distribué à Manhattan. Alors là, c'est la colère de la population qui manifeste autour de la salle de cinéma en disant il faut absolument interdire ce film blasphématoire et communiste. Alors c'est drôle, hein, puisque les intellectuels italiens et français ne le trouvaient pas assez communiste, et aux États-Unis, on le trouvait trop communiste. Et là, le distributeur du film, qui est un petit distributeur, ne s'en laisse pas compter et amène l'affaire jusqu'à la Cour suprême des États-Unis. Et donc en 1952, celle-ci annule le jugement de 1915 et considère qu'une œuvre d'art cinématographique est un véhicule de la pensée et à ce titre ne peut pas être accusée d'être blasphématoire, l'accusation de blasphème étant trop floue et subjective pour être juridiquement recevable. Et donc, d'une certaine manière, d'un point de vue juridique, c'est grâce à cet arrêté-là, lié au film Le Miracle, qu'après on peut être distribué aux États-Unis des films comme La dernière tentation du Christ, ou d'autres qui n'ont pas eu de problème avec la censure. Voilà. Alors j'espère que je vous ai donné des informations qui nourriront votre perception du film, mais que je n'ai rien dévoilé qui en diminuerait la fraîcheur, la spontanéité et l'élan. Et donc je vous souhaite une excellente projection. Merci à vous.